Bonjour, l'or ou l'argent pour Belinda Bencic, qualifiée pour la finale du tournoi olympique de tennis. Elle assure une 7e médaille à la Suisse et peut-être même une 8e en double dans quelques minutes. Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Tokyo. Tokyo où la colère monte chez les athlètes en isolement. Il parle de prison olympique. Employés non vaccinés, employés pénalisés, la pression s'accentue pour inciter les soignants à se faire vacciner. L'hôpital du Jura réduira le salaire des travailleurs placés en quarantaine. L'OFSP plaide pour le test obligatoire des soignants non vaccinés. Quant au certificat Covid, il pourrait être exigé pour rendre visite à un proche hospitalisé ou à l'EMS. Réaction des milieux concernés. Elles sont vertes, tessinoises ou soleroises. Les forêts de hêtres font leur entrée au patrimoine de l'UNESCO. Bingo. Dans ce 12-30 également, Crédit Suisse qui déçoit encore. Un barbecue de saucisses végétales en prévision de la fête nationale est le dernier épisode de notre série sur ces jeunes femmes qui optent pour le même métier que leur papa. Aujourd'hui, tu seras ramoneuse, ma fille. Météo, du soleil jusqu'à demain après-midi, puis des orages, 27 degrés aujourd'hui. Bienvenue. À chaque jour, sa médaille ou presque. La Suisse s'en empochera pour sûr une 7e aux Jeux Olympiques grâce à Belinda Bencic. La Saint-Galloise s'est qualifiée ce matin pour la finale du tournoi de tennis. Bernardin Aleman, on vous retrouve à Tokyo. Vous avez suivi ce match. Samedi, Belinda Bencic se parera donc d'or ou d'argent. Et cette médaille, Coralie, sera largement méritée. Aucune médaille n'est imméritée. Mais alors celle-là, elle est allée la chercher, on ne sait tout, Belinda Bencic, au plus profond de son exceptionnel mental. Elle a passé tellement de temps, plus de 15 heures sur le court en 6 jours seulement de compétition. Et là, elle a sauvé 6 balles de 7 dans la première manche face à la Kazakh Elena Rybakina. Elle s'est imposée au tie-break. Elle a perdu le deuxième set, a eu un break de retard de la troisième manche. Mais elle en a jeté sa raquette de rage au sol. Mais elle a ensuite retourné la situation et s'est imposée en 2h15. C'est énorme. Écoutez sa première réaction. C'est un rêve, c'est vraiment incroyable. J'arrive pas à y croire. Et dire que maintenant je vais disputer une finale aux Jeux Olympiques, je réalise pas, j'ai pas de mots. C'est comme dans un rêve, c'est vraiment incroyable. Le déroulement du match, la façon dont ça s'est passé à la fin, comme quoi il faut toujours y croire. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du sport. C'est amer pour celle qui perd, mais c'est si beau pour celle qui gagne. Et son adversaire en finale sera soit Elina Svitolina, soit Marketa Vondrousova, qui vont entrer sur le central que vient de quitter Novak Djokovic, qui s'est facilement qualifié pour les demi-finales. Et en attendant, eh bien, elle ne va pas se reposer, Belinda Bencic, puisque aux côtés de Victoria Golubic, elle va jouer tout à l'heure contre les Brésiliennes Pigossi, Stefani. Pourquoi pas pour une 8e médaille? On en est déjà à 7 pour l'instant. C'est autant déjà qu'à Rio il y a 5 ans. Ouais, l'objectif de Suisse olympique est atteint, en tout cas égalé. Bernardin, la Suisse et le tennis aux Jeux Olympiques, c'est comme avec le VTT, c'est une histoire qui roule depuis plusieurs années. Exactement. Bon, le tennis, c'est vrai, de retour comme compétition officielle depuis 1988. Alors, il y a eu déjà 4 médailles. C'est la 5e. 4 fois, on se souvient bien sûr de Laurent Simple, de Marc Rosset en 1992. Et puis, ça s'est précipité ces dernières éditions. On se rappelle Federer et Wawrinka en double, médaillé d'or en 2008. Federer en argent, en simple en 2012. Et puis, il y a 5 ans à Rio, déjà le double dame avec Timea Bacsinszky et Martina Hingis qui s'étaient parés d'argent. Peut-être Victoria Golubic et Belinda Bencic. Merci Bernardin Aleman en direct de Tokyo. Tokyo, vous le savez, les athlètes sont soumis à des règles sanitaires très strictes, mais ça n'empêche pas le Covid de s'y frayer un chemin. Des athlètes australiens et néerlandais ont été placés à l'isolement et privés de compétition parce qu'en contact avec des cas positifs. Alain Thévault, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux aux Jeux Olympiques. C'est un sacré coup dur pour les athlètes concernés et plus généralement pour les organisateurs des Jeux. Oui, c'est vrai que la situation est préoccupante. 169 cas de Covid étaient recensés hier soir parmi les dizaines de milliers de personnes impliquées au JO depuis le 1er juillet. La ville de Tokyo a signalé hier 3117 cas. C'est un nouveau record qui efface celui de la veille. Un record qui efface celui de la veille. Et concrètement, Alain, ça veut dire quoi être placé en isolement pour un athlète à Tokyo ?
Alors, toutes les personnes qui arrivent au Japon doivent observer une quarantaine de 14 jours. Un plan d'activité est à respecter. Vous pouvez vous rendre que sur des sites olympiques ou à votre hôtel ou au village des athlètes pour les délégations. Seule une sortie quotidienne de 15 minutes sous contrôle est autorisée pour acheter des produits de première nécessité. Les personnes en isolement n'ont pas le droit de sortir de leur chambre, de s'entraîner pour les athlètes positifs au Covid. Un plateau repas est déposé 3 fois par jour devant la porte de leur chambre d'hôtel ou au village olympique. Les personnes accréditées positives au Covid en isolement sont même délocalisées pour éviter tout contact avec les autres. Et comment réagissent les athlètes en isolement ? Alors, ils dénoncent ces conditions drastiques. Des Néerlandais se plaignaient d'être installés dans de très petites pièces sans accès extérieur. Certaines parlaient même de prison olympique. Elles ont exigé davantage de temps à l'air libre et à la lumière du jour. La skateuse Candy Jacobs et des membres de la délégation néerlandaise ont fait une grève dans le hall de leur hôtel. Après 7 heures de protestation, ils ont fini par obtenir 15 minutes d'accès à une fenêtre ouverte. La situation est évidemment frustrante pour les athlètes en isolement et privés de compétition, mais avec leur sélection, ils ont accepté le protocole et les contraintes qui vont avec des JO pas comme les autres. Alain Thévault à Tokyo, merci. Les organisateurs des Jeux ont défendu aujourd'hui encore leur protocole sanitaire, arguant qu'ils sont probablement la communauté la plus testée au monde pour un taux de positivité de 0,02%. Retour en Suisse où les autorités guettent aussi les chiffres du Covid. Le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs a augmenté de 33% par rapport à la semaine dernière, selon le bulletin hebdomadaire de l'Office fédéral de la santé publique publié ce matin. Le nombre d'infections grimpe aussi de 30%, particulièrement chez les 20-29 ans. Alors face à l'évolution incertaine de la situation, le Conseil fédéral a formulé, l'Office fédéral de la santé publique a formulé 2 nouvelles recommandations. La première, Étienne Kocher, c'est le test obligatoire des soignants qui ne sont pas immunisés. Comment réagit-on dans les milieux concernés ? Eh bien, jusqu'ici, la Suisse a décidé de ne pas rendre la vaccination obligatoire, même pour le personnel soignant, contrairement à ce qu'ont décidé nos voisins français. Tester donc plutôt que vacciner, eh bien, c'est une alternative, mais seulement si c'est un outil sanitaire et pas un moyen de pression. Roswitha Koch est responsable du développement des soins infirmiers pour l'Association suisse des infirmières et infirmiers. Le but principal dans les institutions de santé, c'est de protéger les patients. Alors, quand c'est nécessaire pour la protection des patients, ça peut être une bonne idée. Quand c'est seulement une idée pour mettre la pression sur les soignants, on trouve moins bon. Dans la pratique, l'effet dissuasif du test régulier dépend bien sûr du type de dépistage. Le PCR nasopharyngier est désagréable. Le test salivaire est moins contraignant. C'est ce que recommande l'association valaisanne des EMS, par exemple, très favorable, elle, à une obligation en perspective surtout des retours de vacances du personnel soignant. La deuxième recommandation, Étienne, c'est l'obligation de présenter un certificat Covid pour rendre visite à l'hôpital, à l'EMS ou dans une structure d'accueil. Est-ce que cette recommandation rencontre autant d'enthousiasme ? Alors sur cette proposition, là, les avis sont bien plus nuancés. Écoutez le directeur de l'association valaisanne des EMS, Arnaud Chalère. Sur le fond, on peut la comprendre. Maintenant, dans la pratique, ça va être très compliqué pour les EMS d'exiger ce pass. Nous n'avons pas vocation, disons, à être un organe de contrôle. Et deuxièmement, ça va poser des questions compliquées pour les personnes qui refusent la vaccination aujourd'hui, d'aller se faire tester de manière régulière avant de rendre visite à un proche. Je pense notamment aux personnes âgées qui auraient un époux ou une épouse en EMS qui devrait faire un crochet par un centre de test. Et puis rajoutez-y la difficulté technique du certificat sur smartphone pour les personnes âgées. Dans les jours ou les semaines qui viennent, donc les cantons vont devoir décider si et comment ils modifient les règles en la matière. Étienne Kocher à Berne. Le certificat Covid deviendra lui obligatoire pour les joueurs de la Ligue suisse de football dès le 4 août. Idem pour les membres du staff. La Ligue l'a annoncé dans un communiqué. On l'a dit, la pression s'accentue sur le personnel soignant non vacciné. L'hôpital du Jura pénalisera ses employés non vaccinés en cas de quarantaine. Ils seront payés à 80% durant leur absence. Célia Berthollet, la mesure divise. Comment l'hôpital la justifie-t-elle ? Eh bien, l'hôpital du Jura veut augmenter la proportion d'employés vaccinés. Actuellement, ils sont environ 50%. C'est ce qu'indiquaient hier nos confrères de la télévision. Comparé à d'autres établissements, l'AJU semble à la traîne. Au HUG, 64% du personnel a reçu au moins une première dose. À l'hôpital de Lille à Berne, la proportion d'employés vaccinés atteint 70%. Tous les établissements sensibilisent énormément leur personnel et chez certains, l'idée jurassienne fait son chemin.
Et pour l'instant, le Jura semble tout de même précurseur car cette mesure ne fait clairement pas l'unanimité auprès des hôpitaux. Au CHUV, par exemple, il n'y a même pas de statistiques sur le personnel vacciné ou non vacciné. L'hôpital vaudois défend le libre choix. Au centre hospitalier de Bienne, le directeur Christian Schneider n'est qu'à moitié convaincu. Je suis d'avis que nous devrons faire attention que le personnel qui est vacciné ne porte pas tout sur ses épaules. L'autre côté, je pense que les soignants ont déjà payé quelque part dans ces dernières vagues qu'on a eu un prix assez fort et je ne suis pas sûr si nous devrons régler quelque chose comme une incitation pour la vaccination dans les institutions de santé. C'est une question plutôt sociétale. Une question sociétale qui doit être réglée au niveau fédéral, soutient Christian Schneider. Tout ce qui touche cette question de la vaccination, où on voit bien cette grande discussion, cette discussion éthique, cette discussion dans la société, elle doit être réglée par la société. Et les représentants de la société, c'est nos politiciens et c'est eux qui doivent se positionner. Ce n'est pas une seule institution qui va régler cette question. Le directeur du centre hospitalier de Bienne n'est pas favorable à une obligation de vacciner le personnel médical. Il est plutôt pour des tests réguliers pour les non-vaccinés. Notons encore que dans cet établissement, la couverture vaccinale dépasse les 70%. L'obligation vaccinale qui fait son chemin, y compris aux États-Unis, pays des libertés. Google et Facebook n'autoriseront que les employés vaccinés à revenir travailler sur site. Katia Scher, cette exigence formulée par des géants technologiques marque un changement de ton aux États-Unis. Oui, c'est un serrage de vis plutôt étonnant, dans un pays où la liberté individuelle est souvent invoquée comme une valeur indétrônable. Mais là, le message est clair, seuls les employés vaccinés pourront revenir en entreprise. Et cette exigence est... Parce que vous allez me poser la question, Coralie, je le sais bien. Eh bien, cette exigence est parfaitement légale aux États-Unis. Et d'autres entreprises américaines pourraient donc appliquer cette même politique ? Eh bien, c'est déjà le cas. Peu à peu, l'obligation vaccinale se fait une place dans le secteur privé. On peut citer par exemple United Airlines, qui exige de ses employés, ou plutôt de ses nouveaux employés, qu'ils soient immunisés. Ou encore la semaine dernière, la NFL, la Ligue nationale de football, a décidé de pénaliser les équipes qui ne vaccinaient pas leurs joueurs. Même chose du côté de nombreuses universités américaines qui ne prendront que les étudiants vaccinés à la rentrée d'automne. Mais le fait que Google et Facebook imposent la vaccination est emblématique d'abord parce qu'il s'agit de géants dans un secteur qui était au début de la pandémie déjà précurseur avec une organisation en télétravail. Est-ce que ce serrage de vis est propre au secteur privé ? Non, le ton change au niveau de l'administration aussi. Le président Joe Biden envisage d'imposer l'obligation vaccinale pour les employés fédéraux. Il pourrait d'ailleurs l'annoncer aujourd'hui déjà. Il y a quelques jours aussi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, décidait d'une obligation vaccinale pour les fonctionnaires de l'État. Et là aussi, c'est légal ? C'est légal, mais c'est plus compliqué. D'abord, c'est légal parce que toute personne a le choix. Bien sûr, elle risque de perdre son emploi, mais elle a le choix de se faire vacciner. En ce sens, il n'y a pas contrainte. Mais de nombreuses questions vont se poser sur l'application de cette obligation, les contrôles. Et au niveau étatique et fédéral, on peut s'attendre à des contestations sur la constitutionnalité de cette obligation. Et là, les procédures seront aussi compliquées que le mot est difficile à dire. Vous le faites pas dire. Merci, Katia. 2 nouvelles régions de Suisse entrent à l'UNESCO. Il s'agit des forêts de hêtres, des Carpates, du Tessin et de Soleure, des forêts méconnues du grand public. Nicole Della Pietra, quand on pense au sud des Alpes, c'est plutôt aux châtaigniers qu'on pense. C'est ça qui nous vient à l'esprit. Oui, absolument, Coralie. Et pourtant, c'est dans une petite vallée latérale du Val Maggia, le Val Lodano. Et sur les hauteurs du Bettlarstock Soleroy que l'on peut découvrir ces hêtraies, c'est ainsi que l'on appelle les forêts de hêtres, qui font désormais partie du patrimoine naturel de l'humanité de l'UNESCO. L'UNESCO qui considère les 2 forêts tessinoises et soleroises comme des exemples remarquables du développement écologique exceptionnel que représente l'expansion des forêts de hêtres après la dernière période glaciaire. Le Tessin et Soleure ne sont pas les seuls à rejoindre cette liste, Nicole. Non, une dizaine de pays, dont la France, l'Italie ou la Slovaquie, pour n'en citer que 3, s'ajoutent à ce patrimoine désormais formé d'une centaine de sites répartis dans 18 États. C'est la nature même de ce patrimoine naturel étendu sur le continent, formé de forêts tempérées, complexes et relativement peu perturbées, qui est intéressante pour la diversité de ces processus écologiques dans des contextes environnementaux
environnementaux très divers. Une visibilité nouvelle donc pour le Tessin et Solaire, 2 cantons qui devront cependant aussi veiller à ce que cette notoriété ne porte pas préjudice aux sites protégés. Un savant équilibre à trouver. Merci Nicole Della Pietra. Un bénéfice en chute de 78% à 253 millions de francs au deuxième trimestre. Crédit Suisse continue de payer la facture des débâcles Archegos et Greensill. La banque publie ce matin des résultats bien inférieurs aux attentes, des déconfitures qui pèsent encore largement sur la rentabilité du groupe. Sylvie Belzer. Oui, il n'empêche, le fonds spéculatif Archegos plombe encore et toujours les résultats de la deuxième banque helvétique. Vous l'avez dit, cette affaire lui a coûté 4,4 milliards de francs au premier trimestre et près de 600 millions supplémentaires au deuxième. Crédit Suisse a certes renoué avec les bénéfices, mais le résultat est bien inférieur à ce qui était attendu. Des débâcles qui devraient d'ailleurs encore peser sur la rentabilité de la banque à l'avenir, d'autant que l'agence Moody's a revu à la baisse la notation de certains emprunts de la banque, pointant du doigt sa trop grande proportion à prendre des risques. Depuis, des mesures ont été prises, notamment pour réduire la voilure de la banque d'affaires, mais également pour renflouer les fonds propres et repourvoir les postes clés à la tête de la gestion des risques. Et la banque publie aussi un rapport interne aujourd'hui suite à cette affaire. Oui, des dizaines d'employés ont été auditionnés et des millions de données passées au crible. Il y a bien eu des manquements, des défaillances dans la gestion des risques, mais rien d'illicite. Les employés considérés comme directement responsables de ces erreurs ont pour certains été licenciés, d'autres ont dû rembourser leur bonus. Sylvie Belzer, merci. Et chez Nestlé, en revanche, les indicateurs sont au vert. Les ventes de la multinationale ont progressé de 8,1% au premier semestre. Elles se montent à 41,7 milliards de francs. Dans la foulée, le groupe Vezan relève ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice. Elles ont choisi d'exercer la même profession que leur père, un métier d'hommes, comme on disait. Toute la semaine, le 12-30 vous propose les portraits de ces jeunes femmes qui suivent les traces de leur papa. Après le bûcheronnage, la politique, la direction de zoo, place au ramonage. Sandra Zimmerli nous emmène à Olon, dans le Chablais vaudois, la rencontre de Marcel et Clémence Ambrezin, ramoneurs de père en fille. Aspirer, frotter, visser, dévisser, c'est le pain quotidien des quelques 1500 ramoneurs et ramoneuses de Suisse. Et puis ils se faufilent aussi entre les chaudières, par les fenêtres et sur les toits. C'est un métier assez acrobatique, souvent on n'a pas trop de place, on doit être sur des échelles. Il faut aller sur les toits aussi. Là, vous avez jamais eu peur pour votre fille ? Alors non, maintenant sur les toits en dessus d'une hauteur de 3 mètres, normalement on doit être attaché et sécurisé, oui, avec des harnais, des cordes. Alors c'est vrai que peut-être quand on est avec sa fille, on fait un petit peu plus attention, mais c'est parce que c'est notre fille et puis voilà, quoi. Mais là, enceinte, au 8e mois, c'est quand même bien qu'elle ne travaille plus. Elle nous accompagne juste aujourd'hui. Oui, alors on a justement maintenant des assurances. Dans notre métier, c'est pas possible de travailler en étant enceinte. Alors Marcel Ambrezin, donc le papa et patron de Clémence, lui a installé une chaise un petit peu à l'écart des chaudières. Sa deuxième petite fille est prévue pour début août déjà. Alors, des futures ramoneuses ? Oh, elles feront ce qu'elles voudront. Il n'empêche qu'aujourd'hui, un quart des 1500 ramoneurs sont des femmes. Par contre, les maîtres ramoneurs, qui ont encore ajouté 4 ans à leur apprentissage pour obtenir le brevet fédéral, là, elles ne sont plus qu'une toute petite dizaine pour toute la Suisse, dont Clémence. Déjà petite, j'aimais bien l'accompagner pendant les vacances. Alors je dormais beaucoup dans la voiture, c'était pas facile. Mais après j'ai toujours été assez manuelle, même enfant, j'aimais bien les bricoler avec, l'accompagner. Et comment ont réagi vos amis lorsque vous avez décidé de devenir ramoneuse ? Ils étaient tous contents. Mais elle a dû lutter, Clémence. Son père ne voulait pas être son premier formateur. Je ne voulais pas qu'elle fasse l'apprentissage chez moi pour qu'elle voie un peu autre chose que son papa. Et comme elle a fait un autre apprentissage avec CFC réussi, alors là j'ai accepté. Il n'y avait pas une fierté que votre fille veuille faire comme vous ? Non, pas spécialement. Après, j'étais tout content qu'elle fasse aussi ce métier, mais je voulais absolument pas qu'elle commence dans la vie professionnelle avec moi comme patron. C'est quoi qui vous faisait peur ? D'être trop sévère, pas assez sévère, de mélanger le rôle du papa et le rôle du patron ? C'était quoi ? Certainement un petit peu de tout, voilà. Voilà, là on est en train de faire aller les chicanes pour voir si elles fonctionnent bien. Il faut bien travailler un petit peu aussi. Alors un peu refroidie par le niet du papa, Clémence s'est lancée dans une formation de peintre en carrosserie, encore un métier à connotation masculine.
Même moi, j'ai tendance à dire au téléphone ou comme ça que c'est le ramoneur. C'est ancré, c'est comme ça. Comment on réagit ici, par exemple, lorsque vous arrivez et c'est vous, la ramoneuse ? Alors, au début, les gens étaient assez surpris, surtout qu'à un moment donné, j'arrivais avec l'apprenti, donc on était 2 filles. Et puis maintenant, ils sont quand même habitués. Puis les femmes, en général, sont assez fières de voir que le métier se féminise beaucoup. Vous avez l'impression d'avoir apporté quelque chose en étant femme, ou il y a des choses qui ont peut-être évolué ou changé ? Pas forcément. Après, en tant que femme, on est peut-être plus minutieuse dans ce qu'on fait, un peu plus soigneuse. Mais autrement, on arrive très bien à faire la même chose. Et alors, ce papa, un peu réfractaire, comment ça s'est passé finalement, cet apprentissage ? Alors, ça a été très très bien. Elle a bien écouté ce qu'on y a dit. Il n'y a pas eu d'anicroche. Je m'entends très très bien avec ma fille, enfin avec tous mes enfants du reste. Voilà. Les 2 garçons ont des métiers manuels, un bûcheron, un menuisier, et l'autre fille, elle est psychologue. Il a fallu être un petit peu psychologue, vous, pour former votre fille, ou pas du tout ? Ça a été vraiment tout le temps facile, c'est pas possible. Oui, ça a été tout le temps facile. De toute manière, psychologue, on doit l'être pour tout le monde, avec tous nos clients et tout ça. On est obligé d'user de psychologie tous les jours. C'est vrai aussi que le métier a beaucoup évolué. Il y a 50 ans en arrière, les ramoneurs se lavaient qu'1 fois par semaine. Et voilà, ils dormaient encore chez l'habitant, la plupart. Maintenant, on se lave tous les jours. On a des aspirateurs, les installations font beaucoup moins de suie aussi. Donc, on est moins souvent noir, mais il y a quand même des jours où on est un peu plus noir aussi. Mais alors vous, Constance, ça vous empêche pas de, je sais pas, porter des jupes autrement ou du vernis à ongles, de faire ce métier ? Non, pas du tout. Alors, vernis à ongles, je mets pas trop parce que les mains, elles ramassent quand même pas mal, hein, mais on fait les pieds. Et on vous dit toujours que vous apportez le bonheur. Voilà, oui, il y a encore des gens qui aiment bien nous toucher le bras ou comme ça pour avoir un peu de chance. Ils nous disent qu'ils vont aller jouer au loto, alors on sait pas s'ils gagnent, mais... Et de la chance, c'est aussi tout ce qu'on souhaite à Clémence pour son bébé, bien sûr, d'abord, puis comme patronne, puisque dans 2 ans, elle reprendra, si tout va bien, l'entreprise du papa. Il aura 65 ans, mais oui, et elle 35. Tel père, telle fille, une série en 10 épisodes de notre rubrique suisse qui s'arrête aujourd'hui dans le 12-30, mais que vous retrouvez en tout temps sur Play, RTS et notre site rtsinfo.ch. Musique maintenant. Vous avez reconnu ? ZZ Top, Viva Las Vegas, et si on parle du groupe de rock américain reconnaissable à leur longue barbe, lunettes noires et chapeau, c'est soit qu'ils ont sorti un nouvel album, soit qu'il y a malheureusement un mort. Et c'est la deuxième option qui est retenue puisque le bassiste du groupe Joe Michael, Dusty Hill, est décédé à l'âge de 72 ans. Ses 2 compères l'ont annoncé hier. Il est mort dans son sommeil chez lui à Houston. Dusty Hill avait dû quitter la tournée du trio la semaine dernière en raison d'un problème de hanche. Le 12-30, Coralie Claude. Vous avez peut-être prévu de griller des cervelas en ce week-end de fête nationale. Et si vous optiez pour une version végétale de nos saucisses traditionnelles, les frigos de nos supermarchés regorgent de saucisses, burgers et autres émincés de poulet vegan à base de protéines végétales. Sur la photo, ces produits ressemblent comme 2 gouttes d'eau presque à la vraie viande. Mais c'est de la viande trompe-l'œil. Et ces produits sont-ils absurdes ou nécessaire? Alessandra Roversi nous répondait en février dernier. Elle est spécialiste en alimentation et consommation durable chez Biovision. Eh bien, je vais vous faire une réponse de Normand. Ils sont les deux à la fois utiles parce que il y a un certain consensus aujourd'hui, à la fois scientifique, politique, qu'on doit produire et consommer moins de viande, moins de protéines animales, moins de certaines viandes en particulier, notamment les produits plutôt ultra transformés. Et pour arriver à ça, c'est sûr qu'on parle du moins mais mieux, c'est-à-dire choisir mieux sa viande, mais les alternatives sont aussi importantes, et c'est vrai que ces alternatives, ces produits que moi j'appellerais des produits passerelles, qui doivent rester abordables, qui doivent rester attractives, doivent faire appel à certains référentiels culturels, parce que le changement, il est à la fois dans l'information qu'on a, est-ce que ce qu'on mange a un impact sur sa santé, sur l'environnement, mais c'est aussi le changement de certaines croyances, de certaines valeurs, de certaines idées qu'on a dans la tête. Donc d'utiliser, disons, ces petits trucs marketing référentiels, ça peut être utile pour aller dans ce sens-là. Donc si je vous comprends bien, on aura plus de chances d'inciter le consommateur à manger moins de viande en lui proposant un burger vegan qui ressemble à un burger de bœuf que des sauterelles ou des insectes.
Alors, disons que les alternatives, au-delà du burger et des insectes, c'est vrai que des fois, il y a des produits comme le tempeh et le seitan, on sait pas exactement ce que c'est, on connaît moins bien, pas tout le monde a le dictionnaire et la grammaire du végétarien en tête. Donc, c'est vrai que de faire un référentiel dans les mots et dans l'univers culturel de la consommation, c'est assez important. Maintenant, faut faire attention à plusieurs choses, c'est-à-dire d'une part que ces produits ne deviennent pas eux aussi des ersatz ultra transformés, c'est-à-dire qu'on passe d'un système trop industriel de la viande à un système trop industriel de la protéine végétale. Et ça, c'est un danger auquel on doit faire attention, quand même continuer à lire les étiquettes, à voir s'il n'y a pas trop de produits, disons, qui sont d'additifs, de colorants, etc. dans ces alternatives. Parce que finalement, si on veut consommer moins de viande, alors c'est à la fois pour la santé, mais aussi pour cet impact sur l'environnement. Et en fait, l'alternative industrielle ne résout pas cette problématique-là. Justement, si j'ai envie d'un burger, est-ce que j'ai pas meilleur temps de manger un vrai burger bien juteux une fois et puis de renoncer à la viande le reste du temps? C'est pas plus simple? Alors, ça serait l'idéal, en fait, de manger moins de viande, mais mieux. Donc, vraiment, de temps en temps, un bon morceau de viande, si possible, suisse, qui aurait été avec du fourrage local. Et puis, sinon, de remplacer par des alternatives végétales qu'on aurait cuisinées soi-même, de nouveau pas trop transformées, quoi. Et peut-être qu'on n'a pas toujours les compétences et les connaissances pour faire bien manger, par exemple, des alternatives végétales. Donc, il faut trouver un tout petit peu un équilibre. Alors, c'est vrai qu'il y a une zone grise où ces produits nous amènent vers autre chose. Mais est-ce que les distributeurs créent aussi quelque part la demande et sont susceptibles de nous faire changer nos habitudes alimentaires? Je crois qu'ils ont un rôle à jouer, c'est-à-dire que bien sûr qu'on doit chercher des alternatives à la grande distribution, avec la vente directe, avec le rapport direct qu'on a d'ailleurs loué, notamment pendant les périodes de semi-confinement avec les producteurs. Mais c'est sûr que la réalité, c'est que la majorité des gens font encore leurs achats dans le contexte des supermarchés, des grandes surfaces, et que cet endroit pour diffuser de l'information et de la connaissance est aussi important. Maintenant, je pense aussi qu'il faut jamais oublier qu'il n'y a pas qu'une responsabilité individuelle et qu'il faut pas trop moraliser la consommation des gens non plus. Il faut aussi des cadres politiques et institutionnels qui donnent le cadre de cette consommation, qui permettent aux producteurs locaux de faire ces alternatives, et pas seulement des compte. Beyond Meat, tout ça, c'est des produits. Des fois, on parle aussi de la viande en laboratoire. Enfin, moi, je souhaite pas qu'on dérive vers un système alimentaire où on produit de la viande sans sol, sans animaux, sans paysans. C'est-à-dire que moi, je souhaite un système alimentaire qui soit fait avec les agriculteurs et les agricultrices, et dans des univers où on leur donne aussi une place, et dans un contexte où on dit pas que l'unique responsabilité sur les épaules du consommateur qui devrait tout résoudre, ou d'ailleurs du distributeur qui devrait tout proposer comme alternative. Mais justement, ces produits végétaux, c'est une concurrence pour les éleveurs et les agriculteurs. Écoutez, c'est assez marrant parce que ils font partie de la réflexion pour plusieurs raisons. D'une part, en parlant d'agriculteurs, il y a eu récemment des réunions, par exemple des grandes cultures en Suisse, où ils se sont dit, tiens, est-ce que ces grandes cultures, justement, pourraient produire du soja pour faire des alternatives, des burgers de soja, par exemple. Mais par contre, il faut, que le cadre politique et institutionnel, que la politique agricole suisse, elle permette aussi à des petits transformateurs de produits, à une petite industrie locale de transformer, par exemple, de la protéine de soja en burgers végétaux, parce que si vous regardez la provenance de ces ersatz de protéines animales, elle est très peu locale. Ça, c'est aussi une des choses à mettre dans la balance. Est-ce que c'est animal ou végétal? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est produit dans des conditions, par exemple, bio ou pas? Et tout ça, c'est une espèce de grand catalogue de choix avec lequel tout le monde doit faire des arbitrages. L'émincé de poulet vegan. Une idée pour le souper si vous manquiez d'inspiration. Ou pour la fête nationale, plutôt que les saucisses. Alessandra Roversi, spécialiste en alimentation chez Biovision, que je recevais en février dernier dans le 12-30. Le jingle météo pour vous annoncer du soleil cet après-midi et des cumulus inoffensifs sur les reliefs. La nébulosité augmentera en soirée par le sud-ouest avec quelques averses surtout dans les Alpes. Maximum 27 degrés. Demain du soleil en matinée puis des nuages dès la mi-journée. Le ciel se chargera l'après-midi et en soirée. Averses et orages se généraliseront. Ils pourront être violents à les précipitations fortes. Température comprise entre 15 et 26 degrés. Une nouvelle dégradation est attendue
attendu samedi après-midi. Résultat, le 1er août s'annonce frais et maussade mais sec, en tout cas en soirée. Bonne nouvelle pour les feux d'artifice et les fusées. Infotrafic RTS. Sur l'axe Lucerne-Chiasso, on signale des bouchons aux abords des 2 entrées du tunnel du Gothard. 4 km en direction du Tessin, ce qui correspond à un temps d'attente d'environ 3 quarts d'heure. 4 km en direction de Lucerne, ce qui représente environ 1 heure de patience. Pour ce qui est de la ligne de ferroutage du Lötschberg, on patiente 1 heure et demie en gare de Kandersteg. Et sur l'axe Genève-Ost, on annonce 3 quarts d'heure d'attente au péage français du tunnel du Mont-Blanc, direction de l'Italie. Fin de ce 12-30, merci à toutes celles et ceux qui ont contribué, merci à vous de l'avoir écouté. En régie, David Chapuis et Rino Mucci-Grosso, Karine Schorfa a assuré l'édition. J'ai le plaisir de vous retrouver demain à cette même place avec Manu Moser pour le festival Atoll 2021 à La Chaux-de-Fonds. Très bel après-midi sur la première, il est 13h.